Bonjour, classe. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. On est à notre troisième séance. On est à notre troisième séance de cours. Là, je pense qu'on est bien parti. Donc, je vous remercie de votre disponibilité et surtout, vous avez consenti beaucoup de sacrifices pour suivre le cours. On fait comme on peut. Aujourd'hui, on a 15 personnes. On a déjà près d'une quinzaine de personnes sur Zoom et puis une dizaine de personnes sur notre Telegram, donc sur notre groupe Telegram. Donc, on va continuer. Donc, là, je tiens à vous rappeler que aujourd'hui, on va avoir une notion, j'estime, importante quand même. Donc, cette notion, c'est l'identité. Donc, l'identité, ça va être le cours transversal. Donc, je vais vous introduire aujourd'hui au concept d'identité. Alors, comme vous le savez, c'est un concept important pour ceux qui font les sciences sociales, mais également en particulier pour ceux qui sont en psychologie sociale. Donc, je ne sais pas comment le dire, mais c'est difficile de concevoir la psychologie sociale sans l'identité. Pour moi et pour plusieurs d'entre nous, la psychologie, l'identité, pardon, est, est comme un concept majeur, mais également c'est un concept qui est un peu passe-partout dans les sciences sociales, mais aussi, et surtout dans la psychologie sociale. Mais en fait, est-ce que l'identité, est-ce qu'elle a été toujours, depuis longtemps, depuis toujours, est-ce qu'elle a eu toujours cette ampleur qu'elle a? Mais non, l'identité, pardon, n'a pas toujours été, en fait, elle n'a pas toujours eu, en fait, comment je peux dire ça, cette aura qu'elle a. Donc, en fait, pour comprendre le début de tout ça, il faut remonter à ce qu'on appelle à une conférence qui a été organisée au cours des années 70, d'accord? Et dans cette conférence, quelqu'un comme Françoise Héritier, d'accord, Claude Lévi-Strauss et d'autres personnalités importantes du monde de l'ethnologie, de la psychologie, en fait, elles étaient toutes et tous présents, en fait, pour répondre à une question simple, c'est quoi l'identité? C'est-à-dire, en fait, on a compris que, par exemple, en fait, la question la pertinence de la question n'était pas, genre, évidente à toute société, c'est-à-dire la question de qui suis-je? C'est-à-dire qui suis-je ou qui nous sommes? C'était pas une question assez évidente. En fait, à première vue, on a toujours l'impression que ça soit quelque chose, pourquoi pas évident. Donc, quand on pose le problème, en fait, c'est-à-dire l'identité, en fait, on a l'impression que, écoute, c'est partout. En fait, c'est comme le problème d'identité se pose dans toutes les sociétés. Donc, mais il y avait Françoise Héritier qui a mené des études sur, je dirais, une population, ou du moins sur une ethnie, c'est le mot qu'il fallait utiliser, sur une ethnie qui se situait en fait, au Samo de Haute-Volta. Donc, et ce que Françoise Héritier a compris, c'est-à-dire, en fait, il n'y avait pas pertinence du questionnement identitaire, c'est-à-dire, les personne ne se demandait pas qui nous sommes, par exemple. Qui suis-je par rapport à? C'est-à-dire, c'est comme s'ils se sentaient, ces gens-là, genre, euh, c'est comme, c'est comme s'il n'y avait pas lieu de se poser la question, c'est comme si la question n'était pas importante pour ces gens. Pour ces gens-là, la question n'était pas importante. Donc, et là, on commence à se demander, mais à partir de quel moment l'identité, la question identitaire, les montées en fait,
en tout cas de toutes les identités individuelles et collectives. On en parle partout et partout. Donc, c'est comme si ça devient la notion passe-partout, une notion papa. Donc, on la retrouve partout, partout, partout. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se pose? Enfin, qu'est-ce qui se passe? En fait, quelles questions on peut poser autour de ça? C'est-à-dire, d'abord, on va se demander, c'est quoi l'identité? C'est quoi l'identité? Quelle est l'importance de l'identité? Bon, l'identité telle qu'elle est désormais présente dans le débat contemporain, il faut savoir que elle est l'identité est un produit de la modernité. Donc, pour parler de son omniprésence, en fait, de sa permanence, un peu, ça devient un peu comme permanent, en fait, des auteurs comme Kaufman, en fait, parlent de ce qu'on appelle une notion papa. Donc, c'est-à-dire, c'est comme une notion fourre-tout. C'est comme quand on a l'impression, certaines personnes, quand ils ne comprennent pas ce qui les arrive, ils posent une question d'ordre identitaire. Donc, c'est-à-dire, c'est cette affaire-là, quand on ouvre une station de radio, par exemple, si quelqu'un ne sait pas parler, soit on parle de la franc-maçonnerie, soit on parle de l'identité. Donc, c'est-à-dire, l'identité est une notion importante. Mais François Héritier, comme je vous l'avais dit, donc, qui était une participante à ce séminaire, elle a présenté une belle communication sur les Samots de Haute-Volta. Et les Samots de Haute-Volta, elle avait, en fait, et selon sa compréhension, donc le questionnement identitaire au sein de ce groupe ethnique n'était pas quelque chose de pertinent. Il y a eu une absence de pertinence du concept d'identité, donc parce que tout le monde connaissait tout le monde. Donc cela ramène à dire que le sens premier de l'identité se retrouve plutôt dans des éléments qui rapprochaient les individus, c'est-à-dire qui développent chez eux ce sentiment d'appartenance à un ensemble, d'accord? Ce que moi, j'appellerais dans ma thèse de doctorat un nous collectif, qui est une construction collective des gens qui pensent qu'ils appartiennent, par exemple, à une communauté. Donc en fait, ce sentiment, cette communalisation, par exemple, donc, en fait, et ce sentiment-là, par exemple, est important pour quand on va voir, par exemple, l'identité collective, comment, par exemple, on développe ce sentiment donc, d'appartenir à à un groupe, c'est important. Et même dans ce qu'on appelle le développement de l'identité individuelle, vous allez voir, par exemple, l'importance, par exemple, de la part de l'identité collective qui est quand même, qui est là, qui est présente, d'accord, même dans l'identité individuelle. Donc, maintenant, Kaufman, en fait, Jean-Claude Kaufman, c'est un auteur, vous allez voir que je vais le citer beaucoup parce que c'est l'un des auteurs en fait, qui m'a beaucoup plus marqué donc, en fait, dans mes lectures sur l'identité. Donc, Jean-Claude Kaufman, en fait, lui, en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'identité, mais qui a travaillé aussi sur des sujets qui apparemment n'intéressent personne. Par exemple, les seins nus, par exemple. Kaufman travaille sur les seins nus, d'accord, sur en fait, les premières nuits de noces, en fait, sur les couples, par exemple. Il fait un ouvrage intéressant qui pourrait vous intéresser d'ailleurs, c'est la sociologie du couple de Kaufman. Donc, c'est Kaufman, en fait, en matière d'identité individuelle et surtout l'identité moderne, en fait, j'utilise toujours Kaufman. Donc, Kaufman nous dit que l'identité n'est pas une donnée naturelle. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, c'est-à-dire, en fait, cette conception même qu'on a de l'identité en Haïti, on a parfois l'impression que l'identité, c'est comme genre une donnée naturelle, une donnée immuable. C'est-à-dire, c'est comme genre, on est né avec cette identité-là, par exemple. Bon, on a l'habitude de l'entendre ou de le dire, par exemple, euh, un tel ou un tel, en fait, a du sang, par exemple, je ne sais pas, de Dessalines, de n'importe qui, de Jésus, etc. Donc, c'est comme genre, c'est comme, on pense parfois c'est quelque chose d'immuable, l'identité, on est né avec, c'est comme des choses de naturel, non. En fait, l'identité n'est pas naturelle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est apparu récemment, d'accord, dans ce qu'on appelle l'histoire moderne. C'est-à-dire, moi, dans l'ouvrage que j'ai écrit
sur femme, identité et chrétienté, en fait, je l'ai dit, en fait, d'une autre manière. Donc, c'est-à-dire, j'ai compris que l'identité, c'est une invention de la modernité. C'est une invention de la modernité, c'est-à-dire c'est le temps moderne, d'accord, qui nous a fait grâce, qui nous a fait plaisir de nous inventer ce qu'on appelle l'identité telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qui est au devant de la scène dans tous les débats contemporains. Aujourd'hui, on parle d'identité. Donc, maintenant, il faut comprendre que, en fait, on ne peut pas parler d'identité, en fait, quand on est en psychologie, par exemple, sans penser à quelqu'un comme Erik Erikson. Donc, Erik Erikson, en fait, parmi les psychologues, il est l'un des premiers à travailler de manière, en fait, très académique le concept, de manière pointue, le concept d'identité. Donc, il a introduit le concept d'identité dans les sciences humaines et sociales, en fait, en fait, et c'est à partir d'une notion qu'il appelle, pardon, la clarification. C'est-à-dire, la clarification est un élément central de l'identité. Donc, tout porte à croire que la personne cherche à s'identifier, à se définir par rapport à l'autre. Donc, l'identité, donc, Erickson la voit dans une démarche multiréférentielle. Donc, c'est-à-dire faisant converger des points de vue, que ce soit psychanalytiques, des points de vue psychanalyse, de la psychologie sociale, de l'anthropologie culturelle. Donc, cette approche aussi, qui est très éclectique, on peut le dire comme ça, a permis ce qu'on appelle une meilleure compréhension du phénomène à l'époque. C'est-à-dire, Erickson, en fait, il y a un concept sur lequel il a travaillé, c'est la crise de l'identité, c'est-à-dire la crise de l'identité qui survient à un certain âge de la vie, d'accord? Quand on se questionne sur, en fait, les transformations physiologiques, biologiques, d'accord? En fait, qu'on observe chez soi, mais aussi, par exemple, c'est-à-dire sur les crises, c'est-à-dire quand on parle de crise aussi, il faut comprendre que, par exemple, les crises ne sont pas universelles. C'est-à-dire, la crise d'identité dont parle Erik Erikson, ne pensez pas, par exemple, dans toutes les sociétés du monde, il y a la crise d'identité. Mais non, ce n'est pas du tout vrai. D'ailleurs, il y a un psychologue qui s'appelle Marie-Thérèse Gouin-Descaries qui pense que, par exemple, ça n'existe pas, par exemple, la crise de l'identité. Bon, mais là, parce que tout simplement, c'est pas une crise, c'est une normalité, parce que tout simplement, il faut passer par là, tout le monde passe par là, donc ça survient comme ça, c'est une étape, c'est juste une étape. D'accord? Mais en fait, peu importe que l'on soit pour l'étape ou pas, mais ce qui est important, c'est quand on parlait de l'identité, donc Erik Erikson, en fait, est incontournable et très, très important. Donc, maintenant, moi, pour faire plus simple, j'aime pas la simplicité, mais parfois on a besoin, j'ai dit que, en fait, il y a deux façons de parler de l'identité. Je ne dirais pas qu'il y a deux identités, d'accord? Je dirais plutôt il y a deux manières de parler d'identité. On peut parler de l'identité sur le plan individuel, d'accord? D'accord, c'est-à-dire quand on parle d'identité sur le plan individuel, on parle du concept de soi, d'accord, qui demeure fondamental. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, je peux partager avec vous. Attends, je vais partager avec vous euh, un document donc, qui pourrait vous aider. C'est le document c'est l'un des documents obligatoires. Donc, là, par exemple, là, je ne sais pas si vous voyez avec moi, c'est la création, le concept de soi, par exemple. Le concept de soi en psychologie et sociale, donc le concept de soi, c'est surtout Georges Herbert Mead qui a postulé que le concept de soi est foncièrement une structure sociale qui naît des interactions quotidiennes. C'est-à-dire, même le soi, c'est-à-dire le soi qui est ce qu'on appelle le plus intimement lié à l'individu, d'accord? Donc, le produit le plus intime de l'individu est en soi, d'accord, le résultat des interactions sociales. Donc, en fait, cet auteur en fait, nous dit que, par exemple, le soi est une création sociale. Si vous vous rappelez des deux derniers cours qu'on a eus, d'accord, c'était ça, mon postulat. Je vous avais dit que, par exemple, que, en fait,
même ce qui peut être, en fait, qui pourrait apparaître aussi très individuel, par exemple, le nom d'une personne, par exemple, on l'avait dit dans le dernier cours, c'est-à-dire c'est quelque chose que quelqu'un d'autre vous a donné. D'accord? Quand vous dites je m'appelle, vous savez bien que, en fait, c'est la forme du verbe en français qui fait ça. Donc, en anglais, on dit my name is. Donc, mais au fait, c'est pas toi qui t'appelles comme ça, on t'appelle comme ça, au fait. C'est-à-dire, en fait, toi, tu pourrais toujours décider de t'appeler comme ça, mais il y a eu même des cas où, par exemple, on appelle la personne d'une manière et la personne, par exemple, ne se sent pas à l'aise. Il y a des cas où les gens ont dû changer leur nom, par exemple. Il y a des cas, par exemple, non seulement les individus ont dû changer leur nom, mais aujourd'hui, on change, et on fait des opérations de changement de sexe, par exemple. Donc, c'est-à-dire tout ça, par exemple, pour comprendre, par exemple, les opérations de changement de sexe, ça fait partie de ce qu'on appelle, en fait, c'est une question identitaire importante. C'est-à-dire, on est né, en fait, admettons, homme, d'accord? Et puis, on décide, par exemple, de faire en fait, d'enlever le sexe masculin, par exemple, et puis de prendre des hormones, d'accord, pour se féminiser, etc. Donc, ça, c'est des problématiques identitaires importantes qu'on ne peut pas, on ne peut pas les ignorer. C'est important de comprendre pourquoi quelqu'un, par exemple, décide de changer de sexe, de changer de nom, de changer son histoire de vie, par exemple. Par exemple, là, en fait, j'étais en train de vous dire que, par exemple, on parle d'identité individuelle et identité collective, mais on va rester dans l'identité individuelle. Par exemple, dans l'identité individuelle, par exemple, l'une des affaires qui façonnent, ou du moins qui travaillent l'esprit, c'est comment, par exemple, des personnes, parce que pour qu'on parle de la construction d'identité individuelle, pour qu'on parle d'identité individuelle, il n'y a pas d'identité individuelle sans ce qu'on appelle en fait, le récit de vie. C'est-à-dire sans ce qu'on appelle l'histoire de vie, sans ce qu'on appelle le parcours de l'individu. C'est-à-dire le parcours de l'individu, par exemple. En fait, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire il y a l'individu qui essaie d'expliquer sa propre histoire, d'accord? Son histoire sur elle-même, d'accord? L'individu est ce qu'on appelle l'identité biographique, c'est-à-dire l'individu explique des choses qui, en fait, on pourrait toujours les questionner, on a le droit ou pas, mais écoute, pour l'individu, en fait, pour l'individu et pour un chercheur aussi, ce qui est le plus important, c'est parce que ça fait sens pour l'individu. Pour l'individu qui essaie de vous expliquer son histoire de vie. Donc, il n'y a pas d'identité sans histoire de vie, c'est-à-dire sans le vécu de la personne. C'est-à-dire, au fur et à mesure, donc la personne essaie de se définir. Donc, il y a diverses étapes dans ce processus. Donc, et chacun, on ne suit pas les mêmes étapes, d'accord? Chacun a une manière de cheminer, d'accord? En fait, a un parcours qui lui diffère d'un autre. D'accord? Et dans ce parcours, dans cette construction, dans ce long chemin qu'on a à faire dans la construction de soi, c'est-à-dire l'individu essaie, en fait, le plus que possible, en fait, de donner un sens à sa vie et donner un sens au discours qu'il a lui-même sur sa vie, mais aussi au discours qu'il voudrait que les autres retiennent de lui. Bon, on peut prendre des exemples pour expliquer tout ce qu'on a dit, tous ces propos. On peut, par exemple, prendre un exemple de, de quelqu'un qui n'a pas été scolarisé, d'accord, qui n'a pas un haut niveau de littératie et qui n'a pas été scolarisé. Et puis, pour une raison ou une autre, par exemple, il vous dit, en fait, cette personne, elle vous dit, par exemple, écoute, moi-même, je pas à l'école, mais moi, je connais petit garçon ou une petite fille, c'est go intellectuel. Et si petite fille, c'est go intellectuel, c'est moi go intellectuel. C'est-à-dire, il y a une satisfaction, d'accord, qu'un parent pourrait trouver dans le fait que, par exemple, qu'il n'a pas eu ou qu'elle n'a pas eu la chance de faire ce chemin, d'accord, ce chemin difficile académique, après, vous voyez, donc,
c'est pas plus difficile que le chemin que tes parents ont parcouru. C'est pas ça le problème. C'est que la personne imagine que c'est important, que tout ce que tu as fait comme chemin, d'accord, tout ce que tu as parcouru. Et la personne dit, écoute, mais moi, je me retrouve dans ma fille, d'accord, ou dans mon fils, parce que mon fils a accompli des choses. Par exemple, quand tu as eu, je ne sais pas, ta première graduation, ta première communion, je ne sais pas, mais écoute, et en fait, autant de choses, je ne sais pas, des trucs que tu as réalisés, d'accord, ton mariage, écoute, ton enfant, et quand tu as eu ton enfant, ou je ne sais pas, mais en tout cas, à chaque étape de ta vie, il y a des personnes qui, je dirais, revendiquent, en fait, je dirais, revendiquent, en fait, toute cette joie, d'accord, que ce moment, en fait, pourrait transmettre, pour, en fait, incarne, pour, en fait, symbolise. Donc, écoute, ces personnes-là, par exemple, qui essaient d'accaparer ou ou de s'identifier à toi, c'est-à-dire, ils essaient de se construire aussi. Par exemple, si tu n'as jamais entendu, je ne sais pas, si vous avez eu des parents comme ça, donc un, un père ou une mère qui parle de vous, mais qui pourrait peut-être, suivant notre culture, sûrement votre maman ou votre papa ne va, écoute, ils ne vont pas parler de vous en fait, avec beaucoup de fierté en votre présence. Ça peut arriver, d'accord? Peut-être en Haïti, c'est un cas pas tant, dans d'autres sociétés, c'est pas comme ça. Mais écoute, quand ces personnes-là parlent en ton absence de toi, il fallait voir ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, les personnes, ils participent, d'accord? C'est comme, je dirais, en fait, on te prend pour, je sais pas, mais comme un butin, d'accord? Donc, butin de guerre. Donc, c'est ça. Donc, c'est un trophée, donc il faut le brandir. Donc, c'est-à-dire, c'est tout ça, en fait, que je voudrais vous expliquer un peu. Donc, mais maintenant, on va continuer. Donc, le concept de soi, par exemple. Le concept de soi, c'est un concept important en psychologie, d'accord? Le soi, c'est un processus social. C'est la première chose à savoir. C'est un processus social qui s'émerge entre un jeu et des autrui significatifs. C'est-à-dire, le soi, en fait, n'est pas un processus en fait, le soi n'est pas un élément qui se construit à partir de lui-même. Le soi est un processus social et cela se construit dans un rapport d'un je, J-E, d'accord, et des autrui significatifs, d'accord, et généralisés, d'accord. Cet autrui, par exemple, pourrait être les membres de ton église, ça pourrait être les pères, ça pourrait être les enfants que vous avez eus, les amis que vous avez eus, quand je dis les amis d'enfance, par exemple, ça pourrait être en fait, en fait, d'autres personnes dans d'autres sphères de votre vie. Mais l'important, c'est que le soi, ça se construit comme ça. Donc, l'identité individuelle, pour reprendre la formule du bas, l'identité individuelle devient ainsi un processus purement social, mais au prix d'une différenciation des instances. D'accord? Je, moi, soi, qui interagissent avec autrui. Donc, en fait, dans les travaux de Mead, on a découvert que le soi constitue une synthèse entre le moi et le je. Donc, en fait, moi, en réfléchissant sur cette affaire-là, en fait, je parle souvent de ce qu'on appelle d'un dédoublement de la personne, dédoublement de l'identité. C'est-à-dire, en fait, le je se diffère du moi, par exemple. Par exemple, pour Mead, par exemple, le moi, le moi est l'individu en tant qu'objet pour lui-même. D'accord? Par exemple, quand tu dis je me prends au sérieux, d'accord?
c'est-à-dire, c'est la représentation que ce dernier, et que l'individu, que ce dernier se fait de lui-même. Donc ça, c'est le moi. C'est c'est cette façon, cette manière de s'évaluer. D'accord? Donc, c'est les jugements qu'on porte en fait, comment je peux dire ça? Et, en fait, c'est les jugements aussi qu'on porte sur autrui par rapport à soi, d'accord? Par rapport à nos préjugés, par rapport à nos sentiments. Donc, en ce sens, on peut dire que le jeu se rapporte aux sentiments de l'individu pour lui-même, d'accord? Et aux attitudes que les autres, par exemple, l'autrui qu'on a parlé généralisé, en fait, de ces autrui qu'il a intériorisé dans différents contextes sociaux. C'est-à-dire, on va le dire autrement, le moi, d'accord, comme on dit, est haïssable, c'est cette évaluation, donc, comment je peux dire ça autrement? Donc, c'est le fait que tu te prends comme objet, d'accord, de mesure d'ailleurs. Donc, et le jeu, par exemple, c'est se sortir de soi, d'accord? Et c'est le jeu à beaucoup plus, le jeu, pardon, tend vers plus vers les autres, hein, c'est-à-dire dans la logique de Mead, d'accord? Donc, au fait, c'est dans l'interaction entre le jeu et, d'accord, le moi, et en référence aux réalités sociales, d'accord, que le soi se construit. D'accord? C'est-à-dire, le soi, c'est une construction entre moi-même qui me préserve, qui me voit comme ça en tant qu'individu, d'accord? Donc, avec tout ce que j'ai comme potentiel. Et le jeu, c'est moi qui me compare, qui m'évalue, qui écoute, par rapport à tout ce avec, par exemple, le jeu tient compte des contextes, par exemple. Mais le moi ne tient pas compte des contextes, par exemple. Donc, et quand on essaie de dire, bon, écoute, je me suis dit, je pense que, d'accord? C'est-à-dire, quand tu dis je me suis dit, c'est la preuve que, par exemple, ces deux instances existent dans l'identité individuelle. Donc, en 1934, George Herbert Mead, en fait, écoute, en fait, il a publié un texte qui est très intéressant à lire, d'accord? Je peux me tromper, mais ça devrait être sur la plateforme. Si ce n'est pas le cas, je pense que je pourrais quand même déposer le texte pour vous, peut-être demain ou ce soir. Ça s'appelle Myself and Society. Myself and Society is one of, c'est l'un des, pardon, des ouvrages, je pense, qui a été le plus cité qui n'a pas été lu. D'accord? En fait, il a été nommé comme l'ouvrage qui a été plus cité qui n'a pas été lu. C'est tellement, c'est un ouvrage important. Il ne faut pas ne pas citer George Herbert Mead, il ne faut pas ne pas citer Self, Mind and Society. Donc, je crois que le texte est aussi disponible en français, en version française. Moi, je l'ai toujours lu en anglais. Mais le texte, je crois que ça fait longtemps qu'on a publié le texte en français. Donc, Self, Mind and Society, en fait, dans ce texte, il nous dit que, par exemple, c'est cette structure, en parlant du soi, le soi, qui organise des multiples relations de l'individu et avec autrui. D'accord? Donc, pour vous dire ça autrement, le soi demeure ce qu'on appelle l'agencement, c'est-à-dire l'organisation en fait, des différents rôles que l'individu a intériorisés au cours de sa vie. Donc, en ce sens, on peut dire que l'identité, cela consiste en un ensemble complexe imbriquant certaines caractéristiques telles que le sexe, d'accord, de l'individu, c'est important. Donc, ça définit l'individu, son sexe, d'accord. L'âge de l'individu, par exemple, en fait, une femme de 3 ans, d'accord? Bon, quand je dis une femme, vous voyez ce que je veux dire, un être féminin de 3 ans, d'accord? Et un être féminin de 60 ans, c'est pas la même manière de voir, c'est pas la même conception, c'est pas la même façon de penser. C'est-à-dire, le sexe, c'est un attribut, c'est, euh, un attribut de l'identité aussi. La classe sociale, bon,
Là, on est dans l'affaire importante, là, la classe sociale. Donc, la classe sociale, c'est aussi à prendre en compte parce que tout dépend de notre origine sociale. On a une manière de se percevoir et il y a une manière qu'on nous voit dans la société. D'accord? Donc, en fait, le statut social de l'individu. C'est-à-dire le statut social de l'individu, on peut être de la même classe sociale, mais si on peut être, on va prendre ça comme exemple. On peut être tous et toutes, genre, on est origine de classe moyenne, par exemple. Donc, écoute, c'est problématique de parler de classe moyenne en Haïti, mais on va considérer qu'il y avait une classe moyenne en Haïti. On est tous de classe moyenne, mais en fait, moi, je suis professeur, toi, tu es, on va le dire comme ça, je sais pas, mais tu es banquier, l'autre, il est, je ne sais quoi, chauffeur de taxi, d'accord? Mais on est tous de classe moyenne, mais on n'a pas tous, euh, même si on est tous de la même classe sociale, mais on n'a pas tous ce qu'on appelle le même statut social. Et le statut social aussi, c'est un élément important dans ce qu'on appelle la présentation de soi, dans la construction de l'identité. Donc là, on est déjà à 30 minutes ça fait 30 minutes que je parle, donc je vais faire une pause avant de reprendre et puis je vais arrêter un peu l'enregistrement aussi. Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est le bon moment. Avez-vous des questions? Oui, professeur, Oui, vous avez dit qu'il y a deux façons d'aborder le concept d'identité. oui, Premièrement, oui. l'identité individuelle Mhm. et je n'ai pas bien saisi la deuxième façon d'aborder la notion d'identité. J'ai Pouvez-vous reprendre pour moi la deuxième façon d'aborder la notion d'identité? Ah, ok, ok, ok. Au fait, j'ai dit qu'il y a l'identité, enfin, il y a deux manières de percevoir l'identité. En fait, il y a deux identités, si vous préférez, on peut le dire comme ça aussi. Il y a l'identité individuelle, d'accord, et l'identité collective. Donc là, maintenant, tout ce qu'on dit maintenant, tantôt là, tout ce qu'on était en train de dire, on était en train de parler de l'identité euh, individuelle. D'accord? Ensuite, professeur,